Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 45e édition du Salon du Livre de Montréal. Merci d'être là. Je m'appelle Claudia La Rochelle et ce cabaret des langues, parce que c'est ce dont il est question en ce moment, le cabaret des langues, c'est un événement que je juge incontournable au Salon du Livre de Montréal pour célébrer l'art de la traduction de notre littérature à travers une pluralité de langues. Et là, dans ce cabaret-ci, vous allez pouvoir entendre des autrices et des auteurs lire des extraits de leurs œuvres de partout dans le monde, de leurs œuvres où le passage du français, de l'anglais ou de l'innu à d'autres langues se fait en toute fluidité. Et là, je vous le dis, ça risque d'être super impressionnant, touchant, émouvant, surprenant même par moments. Et avec, en accompagnement musical, en plus, des talentueux personnages. Alors oui, ils sont là, à ma droite. Il y a Mélissa Lavergne qui est aussi au salon cette année pour son premier album, son premier livre. Oui, pas encore un album jeunesse, mais ça viendra. Là, c'est un roman adulte, un roman qui s'intitule L'Iroko et qui est édité chez Québec Amérique. Et on a aussi l'artiste percussionniste québéco-marocain Katam Laraki Côté. Ouais, Mélissa Lavergne et Katam Laraki Côté. Katam et c'est tam-tam, m'a-t-on dit. Parce qu'il y a des jeunes qui le reconnaissent ici parce que Katam va dans les écoles. Alors, c'est comme une star dans les écoles. On est chanceux de l'avoir avec nous. Une bonne main d'applaudissements pour nos musiciens. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, nos écrivaines sont déjà présentes, sont là, sont assises. Là, je les vois, sont un peu anxieux, mais je sais que vous allez être là pour leur témoigner de la chaleur, de l'engouement. Ils sont ici avec leurs livres, puis là, ils relisent leurs affaires, puis là, ils se jasent un peu dans leurs langues respectives. Ça va être super le fun. Alors, les deux premières écrivaines qui ouvriront à tour de rôle ce cabaret-ci sont épatantes. Vous allez voir ça. La première, elle s'appelle Yara El-Gaban. Elle est romancière, anthropologue et ethnomusicologue. Elle est l'autrice de 3 romans aux éditions Mémoire d'Encrier, L'ombre de l'olivier, Le parfum de Nour et Je suis Ariel Sharon, pour lequel elle a reçu... On a une petite invitée qui vient. Allô! Je suis Ariel Sharon, pour lequel elle a reçu le prix de la diversité du festival Métropolis Bleu en 2019. I Am Ariel Sharon, l'édition anglaise du roman, est parue en 2020 chez House of Anansi. Yara El-Gaban, elle est aussi traductrice, la traductrice de l'essai Vivre la diversité par Shakil Choudouri. Ça s'est paru en 2018. Et depuis 2017, elle est la présidente de l'Espace de la diversité, un organisme qui cherche à combattre le racisme et l'exclusion par le biais du livre et de la littérature. Elle travaille présentement à titre d'éditrice aux éditions Mémoire d'Encrier. Elle va lire en français, en anglais et en arabe. Oui, il y en a qui ont tous ces talents. Alors, voilà. Et elle sera suivie de Chiara Mezzalam, que j'ai eu la chance de rencontrer hier. Ça se passait-tu hier ou avant-hier? On a perdu On a perdu vraiment la notion du temps. À la librairie Gallimard en rencontre, c'était formidable. J'ai fait la découverte littéraire de cette charmante femme. Elle est née à Rome. Elle est fille de diplomate et elle a passé son enfance... C'est pour ça qu'elle est fille de diplomate. En fait, c'est pour ça qu'elle a passé son enfance entre le Maroc et l'Iran. Elle est écrivaine, traductrice et psychothérapeute. Elle a fait ses études à l'École française de Rome. Elle mélange depuis toujours les 2 langues et les 2 cultures. C'est pas plate. Et là, ces romans, ils sont publiés en Italie par les éditions EO. Best-seller en Italie, son roman Dopo la pioggia, paru en France au printemps 2022 sous le titre Après la pluie aux éditions Mercure de France, a été sélectionné en 2021 pour le prestigieux prix Strega. Et ça, c'est l'équivalent italien du Goncourt, finalement.
Elle est aussi autrice jeunesse. Son album Le Jardin du Dedans Dehors, les éditions des éléphants. C'est là que c'est paru. Puis je trouve que c'est un très joli nom de maison d'édition, les éditions des éléphants. Et ça s'inspire de son enfance en Iran. Et ça a été couronné en France par le prix Saint-Exupéry et le très convoité prix Sorcière. Elle vit entre Paris et Rome. On a la chance de l'avoir avec nous ici au Québec. Elle va lire en français et en italien. Place à la poésie, place à leurs mots, place à ces deux merveilleuses femmes. Yara El-Gabar d'abord. Merci. Bonsoir. Merci Claudia pour cette belle présentation. Donc je vais vous lire deux extraits. D'abord de Je suis Ariel Sharon et ensuite de Les racistes n'ont jamais vu la mer que j'ai écrit avec Rodney Saint-Éloi. Me reconnais-tu, Arik? Do you recognize me? هل عرفتني يا أريك؟ Qui étais-tu avant les miracles? من كنته قبل المعجزات? Que serions-nous si nous étions des êtres ordinaires? Ordinary people. Vivant dans un pays ordinaire, في بلد عادي, avec des gens ordinaires, مع ناس عاديين, foutant, miracles et promesses d'or. Ordinary. The word sounds false in Eric's mouth. His face lights up. The word squirms on his tongue like a worm. No, he's never been ordinary. He's a Jew, a Zionist, an Israeli. Yahudiyun, Sohyuniyun, Israéliyun. Juif, sioniste, israélien. Enfant du peuple persécuté, persecuted. Peuple élu, Al-Mukhtar. Enfant de l'exil, Ibn al-Manfa. De l'ascension, As-Saoud. Exceptionnel. Mumayyaz. The heir of an exceptional history. La souffrance est sa pierre angulaire. Tragédie après tragédie. Tragedy upon tragedy. مأساة بعد مأساة. His own life is a tragedy. A scroll of the names of victims of bygone times and places uncoiling in no particular order, no time, no place. Its binding logic, the cult of suffering, unique, incomparable, exceptional suffering. Souffrance. ألم فريد لا مثيل له. Ordinary. No, he isn't. Could never be ordinary. ولا يمكنه إطلاقاً أن يكون عادياً. Les Palestiniens sont ordinaires. أناس عاديون. Ils prennent la vie dans sa simplicité. الحياة على بساطتها. Son évidence. بداهتها. Vivent à l'ombre de ses bonheurs. في ظل أفراحها. Ses douleurs. آلامها. Ses dons. هباتها. Ses pertes. محنها. Enracinés, rien ni personne ne les détacherait du sol. La terre les reconnaît comme ils la reconnaissent. La terre leur est toujours fidèle. والأرض تعرفهم كما يعرفونها. الأرض وفية لهم وستبقى وفية. Ils sont là, ces Palestiniens, aussi présents et réguliers que le battement de leur cœur. موجودون هنا حاضرون ومنتظمون كحضور دقات قلوبهم وانتظامها. J'ai appris l'art de vivre dans la maison de ma grand-mère, au camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth. On luttait pour le pays perdu. On luttait contre la pauvreté et le mépris des autres qui ne voulaient pas de nous. On se défendait, mais je n'ai vu que la beauté, l'amour et le bonheur dans ce camp si sombre aux yeux du monde.
Aujourd'hui, je dis à mes filles, quand elles sont confrontées au racisme dans ce pays qui les a vues naître, gardez la beauté du monde en vous. Soyez obstinément heureuses. Le bonheur est une arme quand on veut vous voir triste. Me vient à l'esprit la rappeuse palestinienne Rafif Ziadi. Un journaliste qui, de haut de sa bienveillance, lui demande « Miss Ziadi, don't you think that everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children? » Elle répond par un poème. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls after the last skies. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Alors je dis à mes filles, parlez de la vie quand vous êtes apostrophées sur la guerre. Parlez de musique quand les autres n'entendent que les cris des génocidaires. Gardez surtout le rêve, car, comme disait le poète Mahmoud Darwish, nous souffrons d'une maladie incurable, l'espoir. Darwish m'a promis qu'un jour, je serai oiseau. وأصل من عدمي وجودي كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد. L'écriture, les livres, les mots sont un bouquet de pourquoi pas offerts à l'humanité. Les racistes n'ont jamais vu la mer, ni le fond, ni l'horizon. Nous sommes ensemble face à la mer. Regardons la mer sans lui imposer une identité, sans la sanctifier, sans la condamner. Je cherche des compagnons de route. Merci. Bonsoir, je suis ravie d'être ici ce soir. Merci d'être là. Je vais vous lire des extraits de mon roman dont le titre en italien est Dopo la pioggia et en français Après la pluie. Elle avança sur le bord de la route. Ettore et les enfants étaient sains et saufs et elle trouverait bien un moyen de les rejoindre. C'est alors que la pluie cessa un instant. Le ciel s'ouvrit miraculeusement comme un écrin rempli de trésors et fut inondé de lumière. À ses pieds, la vallée resplendissait, le Tibre gonflé d'eau serpentait à l'extérieur de ses berges, tel un dieu majestueux et envahissant. Les arbres scintillaient, enveloppés dans des guirlandes, des milliers de lumières réfléchies par les gouttes qui ressemblaient à des diamants accrochés au feuillage automnal. Une odeur de terre, de mousse, de champignons, de glands, de feuilles pourries et de cyclamens s'échappa du bois, cadeau enivrant du dieu de l'automne. Puis, un dernier rayon de soleil brilla et un arc-en-ciel immense, parfait, embrassa tout le ciel. Elena rimase senza fiato di fronte a tanta bellezza. Una nostalgia struggente, un amore sconfinato le invase il cuore. Cominciò a piangere per le cose definitivamente perdute, per ciò che si è rotto e non si può riparare, per l'amore che finisce, per le stagioni che passano. Pianse per quell'emozione violenta, come le capitava talvolta dopo aver fatto l'amore con Ettore, quando il suo corpo prendeva il sopravvento su tutto e non tratteneva più nulla. A cosa servono le lacrime? Chi le ha inventate? Le domandava sempre suo figlio. Quell'acqua salata che cola dagli occhi e che il più delle volte viene asciugata frettolosamente con il dorso della mano, quasi a doversene vergognare. Ma in quella tempesta emotiva, in quello sprazzo di tempo durato un istante, Elena si sentì ancorata alla terra, con i polmoni aperti, gli occhi spalancati e la testa sgombra, lucida,
la mente aperta et potente. Puis, le ciel se referma et tout redevint gris et sombre. Elle douta un instant de ce qu'elle avait vu, pensant à un mirage, une hallucination. Elle se souvint de la boîte magique que sa mère lui avait offerte pendant quelque temps avant de mourir, avec la danseuse qui tournait et la musique qui se déclenchait quand on ouvrait le couvercle. Elle songea à la tristesse qui la submergeait chaque fois qu'elle refermait cette boîte. L'enchantement ne peut durer qu'un moment. La beauté des choses réside dans leur finitude. Elle se remit en route, poursuivant le souvenir de l'arc-en-ciel disparu en un souffle. Comment allaient-ils tous monter dans le pick-up, avec la chienne en plus? Au moment de se séparer, Howe dit à Susanna qu'elle pouvait garder sa chemise et qu'il les attendrait pour d'autres petits travaux dès que la pluie aurait cessé. Et si elle ne cesse plus jamais? Demanda Giovanni. Personne ne répondit. Le garçon voulut à tout prix s'installer avec la chienne à l'arrière du pick-up, avec une bâche en plastique sur la tête. Ettore, Hiroko et Susanna montèrent devant. Il faisait nuit désormais, et le bruit de la pluie semblait avoir redoublé. En bas dans la vallée, pas la moindre lumière. On aurait dit un puits noir où tout avait sombré. Que se passait-il là-bas? Quelle dimension prenait la catastrophe? Personne parmi eux n'était capable de prévoir ce qui allait arriver, et cela n'avait peut-être même aucun sens de se poser la question. L'horizon se réduisait soudain à l'action suivante. Nessuno fiatò durante il tragitto. Anche Hiroko sembrava preoccupata. Dietro, sotto il telo, Giovanni parlava con la cagna. Nonostante i sobbalzi, la pioggia e il freddo, a un certo punto si addormentò. Sognò di essere con Pandora su un prato e di accorgersi dall'erba che cresceva, delle foglie che spuntavano sugli alberi, degli insetti che risalivano la corteccia o scavavano nella terra. Lui diventava piccolo come loro e scopriva ogni segreto della vita delle piante e delle creature che le abitava. Diventava amico di tutti, anche del sole che faceva crescere quelle piante. Ogni cosa era verde e brillante, come nel paese del mago di Oz, che suo padre gli leggeva la sera prima di dormire. E lui sapeva di essere in un sogno, ma era un sogno bellissimo, dal quale non avrebbe voluto svegliarsi. Grazie mille, Chiara. Grazie mille. Née en Hongrie, arrivée au Québec à l'âge de 11 ans, Ákos Verbocsi est l'auteur de Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101, publié en 2016 aux éditions du Boréal. Entre les frontières de l'essai et du récit autobiographique, son livre a été finaliste du prix de la diversité Métropolis Bleu en 2017, en plus de faire partie pendant 2 ans des incontournables de Radio-Canada. Celui-ci a été réédité plusieurs fois en livre de poche, en plus d'être traduit vers l'anglais chez Baraka Books en 2017. Ákos termine présentement l'écriture de son 2e livre, un roman qui paraîtra chez Boréal au printemps prochain. Il lira en français et en hongrois. Il sera suivi de Katia Bacon, une Inou de Pessamit qui a appris à lire avec sa cousine à l'âge de 5 ans. Et depuis, c'est la passion pour la lecture, c'est la révélation. On la comprend d'ailleurs. Cécile est sa première nouvelle et c'est aussi le prénom de sa grand-mère avec qui elle a vécu jusqu'à ce que Katia déménage à Montréal en 2015. Elle lira en Inou.
Mesdames et messieurs, on va assister aux lectures de Akosh et de Katia. On commence par Akosh. Rhapsodie québécoise, Québéki Rhapsodia. Ça va. Le reste, vous allez être peut-être un peu plus dérouté par la différence. Chaque chapitre est inspiré d'une œuvre littéraire, souvent québécoise. Celle-ci commence comme ça, avec cette citation. « Il agita la main jusqu'à ce que le folk eût disparu, et lorsqu'il entra, tout seul dans l'aérogare, il souriait malgré tout à la pensée qu'il y avait quelque part dans l'immensité de l'Amérique un lieu secret où les dieux des Indiens et les autres dieux étaient rassemblés et tenaient conseil dans le but de veiller sur lui et éclairer sa route. » Jacques Poulain, Volkswagen Blues. Wartburg Blues. Notre départ s'est fait dans la voiture de Janosch, une amie de ma mère, une Wartburg 353, break touriste grise qui datait comme moi de 1975. Janosch, lui, datait du lendemain de la guerre, comme à peu près tous les adultes hongrois autour de moi. Il était le seul homme que j'ai connu vivant en famille, avec femme et enfants, sous le même toit, bien que l'enfant ne fût pas réellement de lui, mais d'un inconnu, et que le sien habitait chez son ex-femme. Plus important encore, il était la seule personne de notre entourage immédiat à posséder une voiture, faisant de lui le chauffeur désigné de nos sorties de l'ordinaire, vers la campagne pour des excursions de fin de semaine et en ce matin de mars 1986, de la plus extraordinaire de nos aventures, vers l'aéroport de Budapest, d'où nous devions nous envoler pour toujours vers le Québec. Anciennement, la Wartburg était un produit de la BMW. Mais ça ne paraissait pas sur cette voiture qui, après la scission de son pays d'origine, n'était plus qu'un pauvre résidu oriental du génie industriel allemand. À l'opposé de sa sœur, passée à l'ouest, elle était bruyante et polluante, même par rapport aux Trabant, Lada, Dacia, Skoda, Volkswagen et la Polski Fiat, ma préférée. Les seules autres marques de voitures qui roulaient dans nos rues. Mais ces désagréments nous importaient peu. L'essentiel était que cette Wartburg pouvait transporter autant d'adultes et d'enfants que nécessaire grâce à ses larges sièges de polyester et son vaste coffre à haillons. Étant le plus petit de chaque voyage, je devais être le dernier à monter à bord, pelotonné aux pieds des passagers avant, sur les cuisses des occupants de la banquette arrière, ou si j'étais chanceux, dans le coffre. Je n'ai pas eu cette chance le matin de notre envol, car une place s'est libérée à la dernière minute sur le siège arrière entre une petite valise et une grande sœur. Celle prévue pour ma grand-mère, pour qui notre départ fut suffisamment éprouvant pour qu'elle ne soit pas capable de nous suivre ce matin-là, entassés que nous étions entre les innombrables valises et les sacs pleins à craquer qui contenaient l'essentiel de notre ancienne vie et le nécessaire pour la nouvelle. Elutazásunk reggelén nem voltam ilyen szerencsés. Mivel az utolsó pillanatban szabadult fel egy hely a hátsó ülésen, egy kis bőrönd és egy nagy nővér között. A hely a nagymamámnak volt szánva, de neki a mi távozásunk már eléggé megterhető volt ahhoz, hogy ne akarjon helyet foglalni a számtalan bőrönd és táska közé zsúfolva, melyek dugig voltak a régi életünk alapvető dolgaival és az új élethez szükséges holmikkal.
Nagymamám az osztrák-magyar monarchia idején született. 2 világháborút, polgárháborúkat, a forradalmakat élt meg, olyan eseményeket, amilyeneket már rég nem is tudott számon tartani. Ő átélte a monarchiát, a bolsevizmust, a fasizmust, a nácizmust, a sztálinizmust és a szocializmust. Megismerte a román, a német és a szovjet megszállást. 12 éves korában elvesztette betegeskedő édesanyját, 25 évesen a zsidó törvények miatt a gépírnói állását, 30 évesen a családját, a háborút és a holokauszt miatt, 35 évesen a házát és a boltját, az államosítás miatt. 47 évesen a férjét, 50 év munka után az egészsége és a látását. És azon az 1986-os márciusi reggelen 75 éves korában elvesztette maradék kis családját, egyetlen lányát, akit egyedül nevelt, és 2 unokáját, akikről fáradhatatlanul gondoskodott, mind szükségből, mind szeretetből. Ez a nő, aki szívósan és optimistán vészelte át megpróbálás nélkül, valaha is panaszkodott volna, siránkozott volna, vagy a 20. század áldozatának tette volna magát, azon a reggelen örökre elvesztette legendás mosolyát. Et ce matin de mars 1986, à 75 ans, elle allait perdre sa seule famille, sa fille unique qu'elle avait élevée seule et ses 2 petits-enfants, dont elle était occupée sans relâche, autant par nécessité que par amour. Cette femme qui a traversé les épreuves avec résilience et optimisme, sans jamais se plaindre, se lamenter ou se poser en victime du XXe siècle, a perdu ce matin-là son sourire légendaire pour toujours. Devant la porte de son immeuble, se maintenant en équilibre grâce au mur de pierre, sa vision embrouillée par ses cataractes et le gris du goulash communisme, Mamie ne pouvait distinguer dans l'aurore hivernale la silhouette de la Wartburg 353 brick touristes qui s'éloignait, ni nos mains qui s'agitaient derrière les vitres en guise d'adieu, et encore moins les larmes de ma mère qui devinaient les siennes. Asta bine, ehegam-te chebohal, pekhuta de bine honit Cecil. Egwe hamadabad de onabund kamasta hagwahal. Kaduasta bine min padeda te zrestel, egwe ne imaduas. Udimion udneu, udanash ka bedomagwa de utkedak, medjigorish ngadelo ne lusilu. Pek mi de shudneu, egwe imaduat nudawinan, nas malita de mashkadan, Pek minat nashkumado kada beldak. Quadalno malita de mashkadan, pek nashkumado kada beldak. Kaduasta bin pe mabush, mamu pedestalno malista sta de mashkadan, pededat nashkumado kada beldak, mak nish no dawina. Widam Cecil. Shash wit tiwash pesho. Kagas teu hilo de behant gamio. Kawabalo madledissa. Mak kabadzmanehal ushkasnagab. Nelomo kushkasnagab itih nolo ehram chihel. Abum lo adak yadnagal tswalu. De heko dashpwehman udibiadagam telu. Egwe tapshkadzet. Necessi. Denelo neham Saint-Anne de Beaupré. Tswe chastonelo silo. Egwen tabadzei kawabloalo bishkun. Egwen hasheshko batjite chebomichet Cécile. La table a été mise la veille. Une assiette est posée sur un apron de dentelle
entre le couteau et la cuillère. Sur cette assiette, il y a un bol. Au coin, sa tasse à thé. Un autre napperon au milieu de la table où se trouve la boîte de céréales, le pot de sucre, la pinte de lait et le lait condensé sucré que Cécile aime bien verser sur ses toasts. Étonnamment, si peu qu'elle puisse manger, Cécile prend beaucoup de temps à terminer son déjeuner. Entre chaque bouchée, elle se perd dans ses souvenirs. Elle les ressasse de peur de les oublier. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants. « Je vous aime », leur dit-elle sans cesse. Dès qu'elle a fini de manger, elle range le tout, lave assiette, tasse, ustensiles. Un lave-vaisselle a été installé il y a des années, mais il n'a jamais été utilisé. Cécile a toujours tout lavé elle-même. Ça lui évite de devoir apprendre à s'en servir. Sans avoir été avertie, Cécile a un jour vu sa maison être envahie par des hommes, tous vêtus de blanc. Ils étaient là pour y disposer un tas d'appareils. Ils accrochaient des écrans dans chaque pièce, des caméras, des tablettes, des distributrices pour la nourriture. Une traductrice était présente pour lui expliquer, puisque Cécile ne parle pas français. Ceci sert à ouvrir l'écran, et cela, c'est pour entrer en communication avec Iris, une jeune parente à vous. Ce bouton est pour... Elle s'était interrompue car elle voyait bien que Cécile avait la tête ailleurs et ne comprenait rien, ne voulait pas comprendre. Après le dîner, Cécile prépare son thé. Jour après jour, elle utilise la même tasse, la blanche avec la petite fissure sur le côté. Le thé est versé jusqu'à la moitié de la tasse, puis elle y ajoute 2 cuillerées de sucre et beaucoup de lait. Toujours. Sa tasse dans une main, sa canne dans l'autre, Cécile se dirige vers la minuscule pièce d'où elle peut regarder par la fenêtre, assise sur sa vieille chaise berçante en bois. Avant, elle pouvait observer ses voisins. Celle de droite passait son temps à nettoyer son auto. Celle de gauche vendait du pain. Cécile peut encore en sentir l'odeur. Il y avait aussi M. Achini, le chauffeur de bus qui adorait les enfants. Des chiens en liberté couraient après les voitures. Le quartier était débordant de vie. Mais ça, c'était avant. Maintenant, que voit-elle? Du gris à gauche, du gris à droite, du gris en avant. Aucune âme. Les nouveaux dirigeants, dans l'espoir de calmer un peuple en colère, ont décidé, il y a plusieurs années, d'interdire les sorties. Il devenait dangereux pour quiconque d'aller dehors. Les manifestations fréquentes, les multiples attentats et les innombrables attaques ont eu raison de la sécurité nationale. Des mesures draconiennes ont été mises en place afin d'éviter toute transgression à cette loi. Le gouvernement a dépensé des milliers, voire des millions de dollars pour barricader chaque maison avec un revêtement en fer muni d'un système d'aération et d'ouverture de portes à distance. Les travailleurs ont aussi rendu inaccessible le sol en élevant les habitations. Une organisation gouvernementale s'occupe de distribuer des denrées et de subvenir aux besoins essentiels. Tout est contrôlé. Ça rappelle à Cécile le soir où une importante compagnie nationale, sous l'ordre du gouvernement Duplessis, a inondé le territoire familial dans les années 1940. Elle avait 10 ans lorsque des explorateurs canadiens apparurent dans la forêt. À les voir fouiller partout et regarder autour d'eux avec tant de curiosité, elle s'est dit que l'endroit semblait particulièrement intéressant. Cécile les trouvait envahissants mais gentils. Quelques semaines plus tard, un vacarme assourdissant réveilla Cécile et sa famille durant la nuit. Ils n'avaient jamais entendu un tel bruit. Tous sortirent de la tente pour comprendre. Une grosse vague déferlait vers le campement. On aurait dit que quelqu'un versait un seau d'eau géant. Son père se mit aussitôt à ramasser des objets. « Prenez tout ce que vous pouvez, tout ce qui sera utile pour rejoindre la montagne. Nourriture, vêtements, outils, armes. » Rapidement, Cécile, sa mère, son père et ses 2 frères entreprirent une longue marche, laissant derrière eux un camp noyé. Il leur fallut 2 jours pour atteindre les hauteurs où une dizaine de familles étaient déjà réunies. Toutes avaient vécu le même cauchemar. Un homme se présenta à eux et Cécile reconnut l'un des explorateurs qu'elle avait trouvé sympathique. « Nous savons que vous avez été dépouillés des toiles qui vous abritaient. C'est désolant. Nous avons une solution pour vous.
Des maisons, des vraies, ont été bâties pour que vous puissiez y rester toute l'année. Nous avons réservé un bel endroit pour vous épanouir. Les étrangers les conduisirent jusqu'à cette terre promise à l'aide de véhicules à roues munis d'un moteur. Cécile n'en avait jamais vu. Elle craignait une explosion tant le bruit était assourdissant. Il n'y avait pas de route à cette époque et le trajet leur parut long et ardu. Cécile se disait qu'il aurait préféré marcher. Ils étaient habitués à voyager à pied en portant sur eux tout ce qui était nécessaire à leur survie. Plusieurs heures plus tard, ils atteignirent l'endroit où les maisons avaient été érigées. C'était grandiose. Mais comment ces hommes avaient-ils pu construire autant de maisons en si peu de temps? Comment avaient-ils pu deviner ce qui leur était arrivé? Il avait fallu des années à Cécile pour comprendre. Tu n'es comme maintenant. Hey, tantôt, je vous ai coupé dans votre élan. Je suis montée trop tôt. J'espère que vous allez pouvoir vous reprendre. Je vais vous donner 2 minutes de plus à un moment donné. OK? Vous avez le droit d'y reprendre. Merci, vous êtes formidables. Ah, merci Akosh. Merci Katia. Félicia Miali est écrivaine, traductrice, éditrice et elle vit présentement à Montréal. Après des études en français, chinois et néerlandais, quand même, il faut le faire, elle s'est spécialisée en littérature postcoloniale à l'Université de Montréal, où elle a également étudié l'histoire et la littérature anglaise. Depuis son premier roman, Le Pays du fromage, paru en 2002, elle a écrit 7 livres en français et 2 en anglais. Présentement, Félicia partage son temps entre l'écriture dans les 2 langues et aussi avec de l'édition, ça c'est sûr, et la traduction, bien sûr. Mais elle est fondatrice et présidente des éditions Hashtag. Elle lira en roumain ce soir pour nous. Et elle sera suivie par de Eli Tarek El-Bekalani Lynch, qui vit à Montréal. Elle a été nominée pour le prix de poésie de la CBC en 2019. Son livre Knock Body, publié en 2020 par Métatron Press, a été en lice pour le QWF, Concordia First Book Award. Son livre, publié par Métonymie Press, donc, a gagné le Grand Prix du livre de Montréal et a reçu une mention honorable dans la catégorie Poésie des Arab American Book Awards. Yael fait partie de l'équipe chargée de la rédaction des acquisitions chez Métonymie Press. Yael travaille présentement sur une traduction anglaise de La fille d'elle-même, que vous avez peut-être lu, j'imagine, de Gabrielle Bouliane-Tremblay, à paraître à l'automne 2023 avec Vehicle Press. Avec la co-éditrice Samia Marchai, Eli Tarek travaille présentement sur El Guaraba, une anthologie rassemblant des récits queer et trans inusités et expérimentaux rédigés par des auteurs arabes et arabophones. Elle lira en anglais,
français et en arabe. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir, et membres de la communauté, la belle communauté du livre, oui, je vous prie d'accueillir Félicia Miali, qui sera suivie de Elita Raquel Becalani Lynch. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci Claudia. Je vais vous lire un petit fragment en français au début du roman La Bigame qui vient de paraître au mois de septembre et qui a été aussi traduit en roumain. Il est paru aussi au mois de septembre dans ma traduction. Et le titre roumain, c'est Bigama. Alors, je vais commencer en lisant le début du livre. Et j'ai envie de paraphraser d'abord Leonard Cohen qui disait « There is a time in your life when you have to change glasses. » I am at that time. Alors, la bigame. Dans sa nouvelle New Year's Day, Edith Wharton raconte l'histoire d'une femme qui trompe son mari moribond pour lui assurer le confort de ses derniers jours. Elle se donne à un autre uniquement pour l'argent que cette liaison lui procure, afin d'acheter aux malades des médicaments et de s'habiller convenablement pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur pauvreté. C'est ici que la trahison commence, lorsque certains maris ne valent pas le sacrifice. D'où ma conclusion que Aaron appartenait à cette catégorie. La nouvelle d'Edith Wharton me réconfortait, car la littérature est toujours là pour nous montrer le chemin à emprunter, sinon pour nous consoler de nos fourberies. Hélas, toute femme qui trompe vit avec le regret de ne pas avoir rencontré l'homme qui vaille la fidélité. J'étais mariée à Aaron depuis 7 ans et je l'aimais encore. Notre relation avait toujours manqué de passion charnelle, mais elle était agrémentée en échange de respect et d'admiration réciproque. Je l'aimais parce qu'il était beau, intelligent, éloquent, cultivé et humble. Il m'aimait parce que je cuisinais bien et que j'étais économe. En plus, je lui laissais la liberté de faire ce que bon lui semblait, voyager seul à travers le pays, hanter les marchés et les librairies, prolonger les visites à sa mère. J'étais trop occupée pour l'accompagner et en plus, je n'aimais pas passer mon temps libre dans les monastères où les moines l'accueillaient à bras ouverts, s'imaginant qu'il était un fervent croyant. En fait, les membres de sa famille étaient des baptistes purs et durs, ce qui, aux yeux de l'Église orthodoxe, était un grave péché. Aaron savait cacher son baptême protestant et prier sans vergogne le Dieu orthodoxe à côté des soutanes noirs. Notre vie simple, vouée au bonheur éternel, a complètement chaviré après que nous avons immigré au Québec. Aaron a accepté ma décision sans enthousiasme. Il ne savait parler aucune autre langue que le roumain et ne possédait aucune habileté technique malgré son diplôme d'ingénieur. En plus, il n'avait aucune envie palpable de celles qui font changer les gens de pays pour faire mieux. Aaron ne voulait pas faire mieux, car sa vie était parfaite. C'était moi qui voulais toujours plus, et mon pays natal ne nourrissait plus mes espoirs. Ma nation, je ne l'aimais plus, car je doutais de son avenir. Je voulais devenir quelque chose d'autre, sans savoir exactement quoi. La première chose qui te frappe en arrivant dans un nouveau pays est la révélation soudaine que ce n'est pas la carrière qu'il faut changer, mais la vie au complet. En commençant par la routine quotidienne, le bruit de l'ascenseur, le chien du voisin, le goût du pain, le lieu où l'on dépose les ordures, les magasins où l'on fait les achats, les arrêts d'autobus, les rames de métro. Avant de se déshabiller pour prendre sa douche, on vérifie encore s'il y a de l'eau chaude. On craint toujours que l'ascenseur ne fonctionne pas,
que l'autobus soit en retard, qu'une secrétaire remette votre rendez-vous aux calendes grecques, que le vendeur nous trompe à la balance et la petite monnaie. On pense toujours que la migration aide dans l'individu à oublier tous les mauvais souvenirs, surtout la nuit, lorsque la mémoire est impitoyable. Le constat tragique est qu'on ne regrette pas la famille, les amis, les coins de rue, mais le souvenir de la famille, des amis et des coins de rue. Je vais continuer en roumain, mais j'ai plus de copies en roumain parce que les membres de la communauté se sont arrachés les copies en roumain. C'est en roumain. Apartamentul nostru îmi plăcea foarte mult. Noi eram singurii albi din bloc și aproape de pe toată strada. Primul nostru contact cu Canada a fost administratorul român pe care îl cunoscusem prin intermediul unui colege de ziar. El era cel care venise de altfel să ne aștepte la aeroport și să ne instaleze într-un mic apartament la ultimul etaj. Cu ocazia asta a profitat să ne bage pe gât și niște vechituri de mobile pe care le colecta la 1 iulie, zi de mutare generală în Quebec, relicve pe care le-am aruncat pe urmă la gunoi, rând pe rând, ca să cumpărăm apoi tot mobilă de second hand, dar măcar pe gustul nostru. La puțină vreme după semnarea contractului de închiriere mi-am dat seama de fragilitatea acestui sistem, plecând de la cea a pereților, prin care se auzea până și cel mai mic zgomot. Ceea ce le proteja chiriașilor intimitatea era de fapt limba lor maternă, motiv pentru care puteau să strige și să se certe cât îi ținea gura. Cât era ziua de lungă, trăiam conectată la ritmul vecinului, gătitul prelungit al vecinului chinez din dreapta, certurile jamaicanilor din stânga, numeroasele curse la toaletă ale indianului de la etajul inferior. Cuvintele, strigătele, risătele într-o altă limbă sunt la fel de indezirabile ca zunzăitul unui radio aflat la distanță. Et je vais finir avec un passage aussi en français. C'est dans ce quartier ethnique que j'ai compris combien les immigrants sont racistes, plus que la société d'accueil. Les minorités développent souvent un type d'agressivité qui stimule la haine de la majorité. Elles haïssent les autres minorités parce qu'elles sont toutes en compétition. Chacune proclame que ses souffrances et ses humiliations sont plus atroces que celles des autres. Elles veulent chasser les autres pour faire place aux leurs. Et plus les gens se haïssent, plus ils deviennent intolérants. Au cours de l'histoire, il y a une règle qui se confirme depuis la Rome antique. Les étrangers installés dans un nouvel endroit défendent avec acharnement leur terre d'accueil de ceux qui veulent s'y installer, parfois même de leurs propres compatriotes. Par extension, ce que les immigrants détestent le plus, ce sont les nouveaux arrivants. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Elie Tarek Al-Bashalain Lynch. Je vais lire de mon livre The Good Arabs. Je vais lire quelques poèmes. Le premier poème va être en anglais, puis ensuite en français. Puis le deuxième poème va être, je l'ai traduit. Il y a des parties qui sont encore en anglais, mais les autres parties sont en arabe, libanais, puis en français. Donc, l'arabe libanais n'est pas la langue arabe qu'on utilise pour la littérature. Normalement, il y a l'arabe traditionnel, donc c'est un choix différent. Mais c'est l'arabe que je connais le plus. Je vais commencer par un poème qui s'appelle 850 Million Tons, qui parle de la crise de l'ordure, genre la garbage crisis au Liban
qui s'est passé il y a quelques ans. Donc là, 850 million tons. Months of garbage into the sea, 850 million tons. Last week, it rained in the city of Beirut. Locals woke up to a river of trash slithering between their houses. It's going into your sea. It's washing back up onto your beaches. How awful this garbage. The collection company contract ended. It's all free governance, corruption, mismanagement. It's all garbage-filled streets. The old man on the side of the road yelling, they threw it into our sea to no one. Scooters speeding by on small cobble streets, building an incinerator from scratch, a separation of garbage at the source, a second separation, a treatment of garbage and recycling. But what type, what standards, what generation of incinerators, new filters? Old beat-up Mercedes speed by, large puffs of smoke leaving behind gray air. The kids on the side of the road begging for better lungs, hands gray-brown with dust. He says it requires continuous filtration, but our government is not trustworthy. Il y a tellement de solutions non pratiques. Sans les incinérateurs, la gestion des déchets peut toujours se passer. Quand tout est en flammes, le reste, où d'autres pourraient-ils aller? La matière ne disparaît pas. Pris dans l'air, dans les poumons des femmes âgées, dans la fourrure des chats errants, dans la peau des bananes, infusée dans l'huile du ahoué. Les citoyens libanais sont déjà en amont de leur gouvernement. Plusieurs arrondissements recyclent à leurs propres frais. S'il y a des incitations et de la confiance, plusieurs sont prêts à le faire. Nous sommes toujours conscients du danger de la situation. N'est-ce pas la façon de faire des Libanais? De résoudre ses problèmes sans compter sur son gouvernement. C'est un État postmoderne, il dit aux journalistes étrangers à la radio. On sait comment vivre sans l'État. Cependant, la peur enrobe ses prochains mots. Malgré tout cela, Beyrouth est une ville charmante, une ville très accueillante. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de la visiter. Les touristes dégoûtés sur le bord de la plage s'enfuient, les accents anglais de moins en moins présents. Il explique, les immeubles peu élevés sont démolis, remplacés par des tours résidentielles de luxe, souvent occupées uniquement de manière saisonnière par des Libanais expatriés ou des étrangers en fuite de leur pays migrant pour sentir le parfum de l'ordure. L'expert à la radio, il ne faut pas l'oublier, nous en supplie, maintenant à plein poumon. Comme tous les problèmes que nous avons déjà connus, il y aura toujours une solution. Il nous promet sans conviction. Et nous, les citoyens, nous sommes prêts à se combattre pour l'essentiel. Le mouvement civique est bien uni et travaille fort. Nous sommes unis, peu importe religion ou affiliation politique. Okay, donc le deuxième poème s'appelle « This is not a poem ». Donc ceci n'est pas un poème. هيدا منه قصيدة. بهالقصيدة ما في كلمات. بهالقصيدة يلي عم تقروا الكلمات منون موجودين حتى لما بتفكروا إنه شفتوا الكلمات. وحياة الله ما في كلمة ولا تعبير ولا جملة واحدة. ما في صورة الناس. خجلوا جزدانكن بس تتركوا البيت. Leave the house. Feel absurd for trying to tell your mother that you're poly. She says, does your partner know?
Imagine cheating on your partner, then telling your mother casually, inspecting your fingernails for dirt, gorging on the everything of your desire. So maybe this is not a poem after all, not the confessional you might have expected. Le gras du porc se trouve entre tes dents, in the small gap between your teeth. Pendant que tu continues de sucer et de mastiquer, c'est délicieux. Ce n'est pas un poème, mais un assouvissement. You're working on turning the pork into small enough pieces so that it can make its way successfully through you, to be made into shit and get on its way out. But the fattiness du porc est un des plaisirs fondamentaux de votre bouche. Alors, vous n'ouvrez pas votre bouche, vous ne dites rien. Et comme ce poème qui n'est pas un poème, votre bouche n'est pas une installation poétique, mais la mastication est décadente. You have always been a slow eater, and you sit at the table as your parents become impatient, your sister leaving the table first, then your mother, then with a sigh your father. ما تفلوا من الطاولة قبل ما تخلصوا كل شي بصحنكن. بس ما بدكن البروكلي، بس لحمة الخنزير. And you are stubborn, and so you sit, moving around, not in a poem, mais à la table, dans la cuisine, et picard. Tu pousses la brocoli dans ton assiette, d'un côté à l'autre, et tu mastiques lentement, si lentement, jusqu'au point où il te dit « Lève-toi, va brosser tes dents, et va-t'en au lit ». In poems, there's often this moment of reveal, but in this moment, nothing is revealed. Not a poem, not a moment of sinking into your chair. Those moments are left out. برا مع الخرا ولحمة الخنزير. مش مثل القصيدات يلي بيكونوا. Des fois, c'est difficile de lire son propre handwriting. بالسنين. Leaking over the edge, you say, not this time, and hold it on in, until overfilled, you push it all out. And when she asks you, ليه بطنكن دايما عم بيوجعكن, tu hausses les épaules et tu lui réponds, ceci n'est pas un poème. Merci. Amener avec nous comme pour la soirée, pour la nuit, écouter ça tout le temps, me semble. C'est donc le fun de se retrouver au Salon du Livre en vrai, puis de retrouver aussi nos auteurs d'ailleurs qui sont venus cette année. Ça faisait 2 ans qu'on les avait pas vus. Merci Mélissa Lavergne, Katam Laraki Côté, Katam et c'est Tam Tam, j'aime tellement ça comme nom. Merci à Yara El Gaban, Félicia Miali et Li Tarek Elbekalani Lynch, qu'on vient d'entendre d'ailleurs, merci beaucoup. Chiara Mezzalam, Akosh Verbocci
Katia Bacon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vous étiez super. Ben oui, moi-même, qu'est-ce que vous voulez? Je fais ma job avec passion quand même, il faut le dire. Hey, merci, cher public, d'avoir été des nôtres. Et là, j'en profite juste avant de leur laisser un solo qui sera sans doute mémorable pour la fin. Mais j'aimerais ça vous donner des petites indications. Yara El-Gaban est en dédicace demain à 18h30. Et où, Yara? Hein? 18h30 au kiosque 1003. Elle va participer à la table ronde. Le racisme n'est pas un dîner en ville. Demain à 19h45. C'est animé par Gilles Bibeau avec Sophie Bienvenue, Rodney Saint-Éloi, Sipi Flamand aussi. Et en dédicace aussi au 1003 à 14h après, j'imagine. C'est ça, hein? Bon, OK, bon, parfait. Félicia Miali, qui présente la Bigame. Félicia, merci. En capsule éclair sur le site du USLM, du Salon du Livre de Montréal. Si vous voulez aller l'entendre, elle est là. Parce qu'elle signait hier ou avant-hier, hein? C'est ça, hein? Ce soir? Avant. Donc, c'est ça. On vous l'avait manqué. Tant pis. Essayez de l'attraper. Essayez de l'attraper, là. Elle va quitter lentement, mais vous avez sûrement du temps. Chiara Mezzalama est en dédicace demain à 11h au kiosque 901. Elle participe à l'enregistrement de l'émission Feu vert, animée par ma collègue Catherine Perrin, dimanche à 11h au studio Radio-Canada. Et Mélissa Lavergne sera aussi en dédicace. Elle fait tout. Elle a tous les talents. Elle est merveilleuse. Je suis jalouse. Elle sera en dédicace dimanche à midi au kiosque Québec-Amérique. Ouais, elle sera là. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère que je n'ai pas oublié des dédicaces ici, mais j'ai vraiment vérifié sur le site. J'ai passé du temps à faire ça. OK, parfait. Merci. J'espère que vous avez eu un beau moment, un bon salon. On se retrouve, puis on se retrouve jusqu'à dimanche parce que ça se termine dimanche. Merci beaucoup. Merci.